Ouais. Voilà. Je suis très enchantée de vous voir ici et de vous, demander vos conseils, vos suggestions sur premièrement sur la situation en Indochine des années 1940 et 1945. Oui, à ce moment-là, il y a combien de forces ou bien quelles sont les forces présentes au Vietnam à ce moment-là, monsieur? Alors, la situation au début de l'année 1945 dans la péninsule indochinoise est extrêmement compliquée. Les forces en présence sont très diverses. Il y a d'abord l'Indochine, la colonie indochinoise, qui est dirigée par un gouverneur, qui est l'amiral Decoux, qui a été nommé par le gouvernement français de Vichy, mais qui n'a plus aucune légitimité, puisqu'en 1945, la France a été libérée et c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir. Donc on a je dirais, si vous voulez prendre, voilà, on a l'amiral Decoux qui gouverne l'Indochine, mais qui est isolé. On a les Japonais, forces japonaises extrêmement importantes, qui ont occupé le Vietnam dès 1940 parce qu'ils voulaient contrôler le chemin de fer du Yunnan qui apportait des armes à Chiang Kai-shek. Donc les Japonais occupent la péninsule indochinoise et ils ont passé un accord avec l'amiral Decoux, le gouvernement de Vichy, en disant on ne vous embête pas, vous ne nous embêtez pas, on vous laisse continuer à diriger politiquement le Vietnam, l'Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, je rappelle ce que c'est que l'Indochine, c'est Vietnam, Cambodge, Laos. Donc on vous laisse, vous, Français de Vichy, tranquillement assurer le pouvoir colonial, mais vous nous gardez des bases militaires, vous nous fournissez du riz, vous nous fournissez de l'EVA, vous nous fournissez du charbon et du fer. Donc il y a une sorte de collaboration économique, en tout cas, entre le gouvernement français qui occupe l'Indochine et les Japonais. Et puis, je vous l'ai dit, comme autre force extrêmement importante, il y a évidemment le peuple vietnamien. Le peuple vietnamien, le peuple cambodgien, le peuple laotien. Alors, au sein de ces différentes populations, il y a évidemment des courants nationalistes, des courants qui veulent l'émancipation nationale. Et évidemment, ces courants, ayant vu la France s'effondrer, perdre la guerre face à l'Allemagne en 1940, ont vu leurs espoirs grandir. Ils attendent ce qu'on a appelé l'occasion favorable à saisir pour prendre leur émancipation. Et c'est vrai que la France, en perdant la guerre face à l'Allemagne, alors que personne ne l'imaginait, la France en 1940, on pense que c'est la plus grande armée du monde, c'est un des premiers pays du monde, elle s'effondre en quelques semaines. Et donc, dans les colonies, ça va avoir un retentissement extrêmement important. Son. Bon, ça va? J'en profite pour couper mon portable. Je ne l'ai pas coupé. Déjà. On recommence? Oui. Ok. Posez votre question. Hein. Posez votre question pour me lancer. Oui. Pouvez-vous analyser la situation en Indochine pendant la période 1940 et 1945? Il y a combien de forces? Quelles sont les forces qui dominent en Indochine à cette époque-là? Pour comprendre ce qui se passe en Indochine en 1945, la série d'événements qui vont conduire à l'indépendance du Vietnam, le 2 septembre 1945, il faut revenir en arrière. La première date extrêmement importante, c'est 1940. 1940, la France perd la guerre contre l'Allemagne en Europe. Et elle perd la guerre alors qu'on ne s'y attendait pas. En quelques semaines à peine, l'armée française, qui était réputée la première armée du monde, est vaincue par l'Allemagne de Hitler. Donc ça, cette première date de 1940 est extrêmement importante parce qu'évidemment, pour les colonies et pour les colonisés, que ce soit en Extrême-Orient, mais également dans le Maghreb ou en Afrique, l'image du colonisateur s'effondre. L'homme blanc qui était sur un piédestal, comme sur une statue, eh bien tout d'un coup, l'homme blanc perd son crédit. Et en particulier au Vietnam, où on pensait que les Blancs, dans la tradition confucéenne, avaient finalement reçu le mandat du ciel, que le blanc avait reçu le mandat du ciel pour diriger le Vietnam. Eh bien tout d'un coup, ce mandat du ciel, il est tombé. Les Français ont été vaincus. L'armée française n'est plus invincible. Et c'est très important parce que ça donne évidemment des idées à l'indépendance du Vietnam. Donc ce qui se passe en 1940, c'est que la France perd la guerre en juin-juillet 1940, et immédiatement, à partir de septembre 1940, les Japonais,
qui sont alliés des Allemands et des Italiens, hein, dans ce qu'on a appelé cet axe, Rome, Berlin, Tokyo, eh bien, les Japonais envahissent l'Indochine. Qu'est-ce que c'est l'Indochine? Ce qu'on appelle, en termes coloniaux, la Fédération indochinoise. C'est 3 pays qui ont tous des statuts politiques différents. Et ça va être très important pour la suite, en particulier au moment des accords de Fontainebleau. C'est donc 3 pays, le Vietnam, le nord, le centre et le sud, le Cambodge, le royaume du Cambodge et le royaume du Laos. Le nord et le centre du Vietnam, ce que les Français appellent le Tonkin et l'Annam, sont des protectorats qui ont été négociés avec la dynastie impériale des Nguyen. Le sud, lui, ce qu'on appelle la Cochinchine, est une colonie française, c'est-à-dire qui a été prise. Les Français ont dit c'est la France. Puisque ça a été la première terre occupée à partir de 1860, les Français ont dit la Cochinchine, c'est la France. L'autre, c'est des protectorats où on fait semblant de respecter l'autorité de l'empereur, on fait semblant de respecter l'autorité mandarinale, qui à l'époque, l'empereur donc est le jeune Bao Dai. Oui. Le Cambodge et le Laos sont aussi des royaumes, sont des protectorats. C'est-à-dire qu'on a dit, on vous protège, c'est une clause de style colonial, hein, mais ce n'est pas la colonisation directe comme on la voit en Cochinchine. Donc il y a cette situation. Et donc les Japonais envahissent à leur tour le Vietnam, en septembre 1940, parce qu'ils ont une idée très importante, c'est que la côte est comme ça, ici il y a le Vietnam, là il y a la frontière avec la Chine, et le gouvernement, l'armée de Chiang Kai-shek s'est replié ici, dans la région de Chongqing. Et ici il y a un train, il y a donc Haiphong, le port d'Haiphong qui est extrêmement important, et les Japonais occupent tout ça et avancent. Et une des dernières façons pour Chiang Kai-shek de se ravitailler, c'est la ligne de chemin de fer que les Français ont construite, qui s'appelle la ligne de chemin de fer du Yunnan. Le Yunnan, c'est cette province-là, donc qui passe par Hanoï, qui monte après par Laokai, et qui monte à Yunnanfu, Kunming, Chongqing. Donc les Japonais veulent briser cette ligne de façon à ce que Chiang Kai-shek ne soit plus ravitaillé. Et donc les Japonais imposent un ultimatum aux Français en disant « il faut que vous nous laissiez occuper le Vietnam. On vous laissera continuer à diriger politiquement le Vietnam, on vous laissera continuer à avoir une armée, mais vous devrez nous fournir du ravitaillement, du fer, surtout du riz, et ça va avoir une importance extrêmement importante au moment de la grande famine au Nord-Vietnam en 1945, de l'EVA, du charbon et un certain nombre de biens. Et comme le maréchal Pétain a signé un armistice et passé des accords de collaboration avec l'Allemagne, eh bien, l'Indochine coloniale, liée au gouvernement de Vichy, va avoir une sorte de relation, je dirais, de statu quo avec le gouvernement japonais. Ça va durer comme ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, tranquillement, de 1940 à 1944, le Vietnam va rester en dehors de la guerre. L'idée de l'amiral de Koo, c'est d'amener le Vietnam jusqu'au bout, en dehors de la guerre, et de le restituer intact à la France quand la guerre sera terminée. Mais, évidemment, les événements décident autrement, et il se passe une chose absolument incroyable, c'est qu'à partir de 1944, la France métropolitaine est libérée. Le 6 juin 1944, les Américains ont débarqué en Normandie. En août 1944, les Américains, les Français, les Anglais ont débarqué en Provence, à Marseille. Ces forces sont remontées. Et dans l'hiver 1944-1945, la France est en train d'être libérée. Et le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, a été chassé. Donc l'amiral de Koo continue à diriger l'Indochine, mais il n'a plus de chef. Le général de Gaulle a pris le pouvoir en France, mais il n'a aucune autorité sur l'Indochine. Mais il veut, puisque l'Indochine est occupée par les Japonais et que de Gaulle est allié des Anglais et des Américains, il veut montrer sa bonne volonté et donc chasser les Japonais d'Indochine. Mais il n'en a pas les moyens, il n'a pas un homme. Donc on a d'un côté un gouverneur général de l'Indochine qui contrôle le Vietnam, mais qui n'a aucune instruction politique. Et on a de l'autre côté en France un général de Gaulle qui a le pouvoir politique, mais qui n'a aucun moyen militaire d'intervenir en Indochine. Donc c'est une situation déjà totalement absurde, où déjà les Français entre eux se poursuivent. Et donc le général de Gaulle, dans toute la fin de l'année 1944 et le début de l'année 1945, va envoyer des parachutages, des hommes, des agents
qui vont être parachutés au Vietnam, qui vont être parachutés au Laos, pour essayer de faire de la guérilla contre les Japonais. Évidemment, l'amiral de Koo les voit d'un mauvais œil, parce que lui veut continuer à sortir, veut surtout pas que l'Indochine entre dans la guerre. Et le général de Gaulle, lui, dit il faut que le sang coule en Indochine pour que la France retrouve sa place dans le concert des nations alliées. Alors, oui, les Japonais, évidemment, voient d'un très mauvais œil ces parachutages, et le 9 mars 1945, ils décident d'éradiquer, de détruire toutes les forces militaires françaises présentes en Indochine. Dans la nuit, ça va être un coup de force, par surprise, hein, dans beaucoup d'endroits. Ils invitent les Français, il y avait des réunions régulières, ils les invitent à une réunion bilatérale, et tout d'un coup, les soldats japonais arrivent derrière les Français, leur coupent la tête, ça a été un massacre. Il y a eu plus de 3000 morts hein, dans la nuit. Et en une nuit, le 9 mars 1945, tout le pouvoir colonial français est balayé. Quelles sont les autres forces en présence? Parce que pendant ce temps-là, on parlait de tout ça. Les Américains, donc pendant toute cette période 44-45, les Américains aident Chiang Kai-shek. Les Américains sont ici, hein, en Chine. Et donc, ils aident Chiang Kai-shek énormément. Hein, à partir de Kunming, de Chongqing, etc. Les Américains sont là. Les Anglais, eux, remontent aussi vers la Birmanie, etc. Les Japonais sont en train de se replier. Hein. Donc, les Japonais, il y a un mouvement de repli des Japonais. Et donc, on a les Chinois soutenus par les Américains qui commencent à faire pression sur la frontière. On a les Japonais qui pensent qu'ils vont partir. Et puis, déjà les Américains qui n'aiment pas le général de Gaulle. Il faut bien savoir que le général de Gaulle, les Américains sont libéraux, sont anticolonialistes. En réalité, les Américains sont cyniques. Ce qu'ils veulent, c'est reprendre le pouvoir dans toute la zone du Pacifique. Et les Américains se disent, toutes ces vieilles colonies anglaises, hollandaises, françaises, c'est fini. C'est un vieux monde. Ce vieux monde a été vaincu en 1940. Nous allons établir un nouvel équilibre mondial dans la zone du Pacifique, puisque les Américains sont évidemment très intéressés par le Pacifique, puisqu'ils ont une façade pacifique. Et donc les Américains veulent très clairement chasser les Français, qu'ils soient gaullistes ou qu'ils soient vichysois, veulent les chasser d'Indochine. Ça, c'est la position américaine. Les Anglais, eux, sont un peu solidaires des Français parce qu'eux aussi ont des colonies et se disent si on ne soutient pas les Français en Indochine, ça va aussi entraîner évidemment des répercussions en Birmanie, en Inde, etc. Donc il y a une sorte de, là aussi, d'accord un peu objectif entre les Anglais et les Français. Et puis, dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est les Vietnamiens. Également les Laotiens, les Cambodgiens, mais en moindre mesure les Vietnamiens. Alors les Vietnamiens, quelle est la situation du Vietnam et des forces politiques en présence à partir de 1940. Vous savez qu'au Vietnam, il y a deux forces principales, deux forces nationalistes, clandestines. Il y a les forces du Parti communiste indo-chinois, qui a été créé dans les années 1930, avec un leader qui est en exil, qui est Ho Chi Minh, hein, qui est entre la Russie et la Chine. Vous avez un parti nationaliste extrêmement important qui est le Vietnam Quoc Gian Vuong, VNQDD, qui lui est très soutenu par Chiang Kai-shek. Vous avez un petit parti qui est peu nombreux mais très actif parce que très habitué à la révolution, qui est le parti trotskiste. Et vous avez à partir de 1940 un parti qui est favorisé par les Japonais, un parti collaborationniste et qui est favorisé par les Japonais. Donc, oui, même il n'y a pas de front vietnamien unis. En 1944, quand tous ces gens apprennent que la France est en train de se libérer, évidemment, il y a des aspirations nationalistes qui émergent. Et chacune de ces forces vietnamiennes espère trouver la solution de l'indépendance dans ces guerres de libération. Alors, Ho Chi Minh, qui est revenu au Vietnam pour la première fois depuis très longtemps, hein, il revient en 1941, donc dans le Viet-Bac, là-haut, à Bac Bo, dans les grottes sur le lac, a une idée de génie. Il est extraordinaire, Ho Chi Minh. C'est le plus grand, au point de vue politique, il est comparable au général de Gaulle, pour ça. Il a une vision à très long terme. Eh bien, décide de créer un front Viet Minh dans lequel il va regrouper toutes les forces anti-fascistes, donc contre les Japonais, et anticoloniales contre les Français. Et il va jouer un peu tout de suite. Alors dans ce front Viet Minh, il va y avoir un petit peu de tout. Il va y avoir des démocrates modérés, il va y avoir des nationalistes, il va y avoir des trotskistes, il va y avoir un petit peu de toutes les tendances. Mais très vite,
comme il a été quand même formé extrêmement bien à Moscou et par le Comintern, il prend la main et il installe un appareil de parti extrêmement efficace. Qui va soutenir Ho Chi Minh à partir de 1943 ? Ho Chi Minh a besoin d'alliés, il est tout seul, il n'a pas d'armes, il n'a pas de munitions. Ce sont les Américains. Et les Américains font des parachutages de munitions, de matériel, de médicaments sur la région de Bac Bo, sur les endroits où sont repliées les forces vives du Viet Minh, pour aider Ho Chi Minh. Les Français de l'amiral Decoux essayent de poursuivre contre eux, mais ça ne marche pas. Les Français de Gaulle essayent de venir avec les Américains, mais les Américains n'en veulent pas, parce que les Américains ne veulent plus de Français du tout, ni gaullistes, ni pétainistes. Et par conséquent, le Viet Minh va avancer. Le coup de génie de Ho Chi Minh, ça va aussi de dire qu'il va mener la guerre contre les Japonais. En réalité, aujourd'hui, il y a une certaine propagande officielle pendant des années qui a vu dans le Viet Minh un ennemi des Japonais. Il y a eu assez peu de combats. Assez peu de combats. Ho Chi Minh attendait, lui, plutôt la fin de la guerre. C'est pas trop compliqué tout ça ? Non, parce que c'est assez compliqué. Ça va. C'est vrai ? Je veux comprendre. Parce que... Vous comprenez, vous me suivez toujours. Oui. Bon. Parce qu'après, voilà, parce que c'est difficile. Et Patrick m'a envoyé des documentations aussi. Non, parce que c'est très difficile. Ouais. Donc, arrive la fin de l'année 1944. On a, si on voulait prendre des trucs, on a une Indochine française dirigée par un amiral, mais qui n'a plus de pouvoir. Oui, Decoux. L'amiral Decoux. On a au nord une Chine extrêmement importante de Chiang Kai-shek qui soutient un certain nombre de partis nationalistes vietnamiens. On a De Gaulle, le petit De Gaulle, qui essaye de venir, qui a créé une force en Algérie, qui a créé une division militaire pour aller se battre en Indochine contre les Japonais, mais les Américains refusent de lui donner des bateaux. Ouais. Donc cette force reste bloquée à Alger pendant toute l'année 43, 44, jusqu'à l'automne 1945. Les Américains empêchent De Gaulle de revenir. Et puis il y a les Anglais qui sont aussi pas très loin, qui essayent d'intervenir, mais en Birmanie, qui sont par là, mais tout ça finalement fait qu'on a un nombre incroyable de forces, avec des partis communistes, des partis trotskistes, des partis nationalistes, et on a le peuple indochinois qui souffre de plus en plus. Et le peuple indochinois souffre terriblement parce que, normalement, à l'époque coloniale classique, quand la production de riz au nord était mauvaise, c'était le riz du sud du Vietnam qui était vendu au nord. Et le riz du sud était acheminé par la voie de chemin de fer Saigon-Hanoï ou par la mer. À partir de 1943, et les Japonais utilisent aussi bien sûr ces voies chemiques, à partir de 1943, l'aviation américaine bombarde systématiquement toute la péninsule, donc entre Hue et Saigon. L'aviation, donc le train qui montait comme ça, qui amenait le riz du sud au nord, pas seulement le riz, toutes les subsistances nécessaires. L'aviation américaine bombarde systématiquement le chemin de fer et coule tous les bateaux, les cargos qui amènent du riz. Qu'est-ce qui se passe ? À l'hiver 1944-1945, au début de l'année 1945, il y a une pénurie absolument terrible. Les Vietnamiens meurent. On pense qu'il y a 1,5 million de Vietnamiens qui meurent de faim. La faim amène le typhus, une maladie absolument à l'époque, et donc il y a des dizaines de milliers de morts dans les campagnes vietnamiennes. Et le mouvement Viet Minh va beaucoup s'appuyer là-dessus, en disant, regardez, les Français vous laissent crever de faim. En réalité, ce n'est pas si vrai. La famine, elle est liée au fait que les Américains bombardent et que les Japonais prennent, pour eux, l'essentiel du riz. Certes, ils le prennent avec l'accord de l'amiral Decoux, mais l'amiral Decoux, il n'a aucun moyen. Il a une toute petite armée. Il n'a rien. Les armes sont démodées. Il a pas, en fait, il a peut-être une armée, 80 000 hommes, en comptant les tirailleurs, les soldats vietnamiens, qui travaillent pour la France. Mais c'est rien. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus de chaussures, puisque les liaisons avec la France sont coupées depuis 1940. Donc il n'y a aucun ravitaillement qui est arrivé en Indochine, ni en matériel, ni en hommes. Donc l'amiral Decoux n'a pas les moyens de lutter contre les Japonais, donc les Japonais prennent tout le riz. Ça, plus les bombardements américains, produit au nord une situation dans l'hiver 1945 absolument terrible. Il y a 1,5 million de morts.
que le Parti communiste vietnamien, que le Viet Minh, évidemment, va mobiliser en disant à cette population, il faut vous révolter, il faut aller chercher du riz, il faut aller prendre dans les silos, il faut aller prendre chez les Blancs, il faut aller prendre chez les colonisateurs, de quoi survivre. Et donc, l'année 1945 va voir le début de l'année, à la fois le coup de force japonais, le 9 mars, les Japonais chassent les Français du pouvoir. Le 10 mars, c'est très important, le 10 mars 1945, le lendemain, l'empereur Ba Dai déclare les traités de protectorat avec la France abolis. Parce que très habilement, il dit ces traités de protectorat disaient que la France devait protéger les Vietnamiens de toute intrusion. Les Japonais sont là, les Français ont été incapables de nous protéger des Japonais, des bombardements américains, donc les traités de protectorat sont rompus, et donc le 10 mars, Ba Dai proclame de fait l'abolition des traités de protectorat et de fait l'indépendance du Vietnam. Donc, les Japonais installent un gouvernement fantoche, avec Ba Dai, avec des fantoches de son parti pro-japonais, et pendant ce temps-là, le Viet Minh s'arme. Il s'arme dans le Bac Bo, puis ensuite il descend vers le Tam Dao, petit à petit, et là toujours encadré par des équipes américaines. En particulier, une équipe, les photos, le mémoire, le major Petty, qui de l'OSS, c'est-à-dire l'OSS c'est l'ancêtre de la CIA, instruisent, arment les Vietnamiens. Ça ne sera pas ça qui va faire basculer la révolution, c'est évident, le Vietnam. Mais les Américains, l'aide va être importante parce que ça donne à Ho Chi Minh une posture internationale. Ce n'est plus un petit leader communiste d'un mouvement national parmi d'autres. Ho Chi Minh est à la tête d'un front qui lutte contre les Japonais et d'une certaine façon contre l'impérialisme français. Et pour les Américains, c'est formidable. C'est l'homme de la situation, c'est l'homme providentiel. Il s'inscrit parmi les grands libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh, et c'est là qu'il est très fort. Et donc, à la mi-août 1945, les Américains lâchent une bombe sur Nagasaki et Hiroshima, le 14 août. Le 15 août, les Japonais capitulent. Et là, tout d'un coup, il y a une situation au Vietnam absolument incroyable. Il n'y a plus d'autorité. Les Japonais sont chargés par les Alliés de continuer à faire le respect du maintien de l'ordre dans la rue, mais ils ont capitulé. Les Français, les coloniaux français sont emprisonnés. Les Japonais les ont mis en prison depuis le 9 mars 1945. Les Américains ne sont pas là. Les Français de De Gaulle ne sont pas venus puisque les Américains ont coupé les bateaux. Donc il y a une absence totale de pouvoir. À l'été 1945, il n'y a plus de pouvoir en Indochine. Et c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh, en particulier le 19 août, arrive à ce moment-là à Hanoï, où il va installer le Front Viet Minh et en particulier tout l'appareil du Parti communiste qu'il a préparé, qui a été préparé, en particulier un embryon d'armée nationale avec le général Giap. Tout ça, il l'a préparé soigneusement de façon à s'emparer d'un pouvoir qui est vacant. Mais, alors on pourrait peut-être arrêter là, parce que maintenant il y a une seconde chose importante, c'est que à l'été 1945, donc l'été 1945, on l'a bien compris, il est décisif. Tout d'un coup, ce Vietnam, il est vide. Pas de force. L'amiral Decoux est en prison, De Gaulle n'a pas pu revenir, les Américains continuent à se battre, les Japonais, tout d'un coup, se rendent, les Anglais avancent en Birmanie, et les forces vietnamiennes attendent de voir qui va un petit peu prendre la main. Les forces vietnamiennes attendent d'autant plus qu'en juillet 1945, il s'est passé une conférence extrêmement importante à Potsdam, en Allemagne, entre les Russes, les Anglais, les Américains et les Chinois. De Gaulle n'a même pas été invité. De Gaulle, c'est un petit. Qu'est-ce que c'est que De Gaulle dans l'immensité de la Seconde Guerre mondiale? C'est un personnage formidable, mais il n'a pas de poids politique. Et à Potsdam, les quatre grands, parce que les quatre grands à l'époque, c'est Chine, URSS, USA et Angleterre, décident un petit peu de leur zone d'influence dans le monde. Et quand arrive la question de l'Indochine, parce que quand même on se dit qu'est-ce qu'on va faire de l'Indochine? Elle est vide, il n'y a plus personne, c'est plus les Français, ils sont partis, ils sont en prison, et ils ne sont pas encore arrivés, les nouveaux Français. Eh bien, les Alliés décident que le nord du Vietnam sera occupé par les Chinois, donc par Chiang Kai-shek, et le sud par les Anglais.
Ho Chi Minh s'aperçoit qu'il faut aller très vite. Parce qu'il sait, lui, il est ennemi des nationalistes. Il y a eu ce front, le front Viet Minh pendant la guerre, mais il sait que les nationalistes le détestent. Il y a une guerre sans merci entre le Parti communiste vietnamien et les nationalistes du VNQ-DD. Et donc, Ho Chi Minh, il a très peu de temps. Il a très peu de temps, parce qu'il sait que dès que les Japonais seront partis, les Chinois de Chiang Kai-shek vont arriver, vont soutenir les partis nationalistes et vont chasser les communistes. Sans compter que, tout de même, les Français vont finir par revenir avec De Gaulle. Donc il y a une course de vitesse absolument incroyable, incroyable, pendant le mois d'août 1945, qui fait que Ho Chi Minh doit à tout prix arriver à Hanoï et ensuite également occuper Hue et occuper Saïgon. Donc c'est ce qui va se passer. Il prend le contrôle. Le 25, donc le 19 août, Ho Chi Minh et Giap et les forces du Viet Minh arrivent à Hanoï. Le 25, elles arrivent à Hue, où Bao Dai abdique. L'empereur Bao Dai abdique officiellement. Il dit c'est fini. Le système impérial, c'est terminé. La dynastie des Nguyen, c'est fini, j'abdique. Et le 25 également, le Viet Minh prend le pouvoir à Saïgon. Alors là, la vitesse est aussi très importante, puisque c'est à ce moment-là, le 2 septembre 1945, que Ho Chi Minh décide de proclamer l'indépendance du Vietnam sur la place qui viendra plus tard, la place Ba Dinh, à Hanoï, et donc proclame officiellement la République démocratique du Vietnam, qui dans son esprit comporte les trois Baux, ou les trois Qui, le Nord, le Centre et le Sud. Et les Français ne peuvent rien faire. Alors il y a une petite mission française qui est là, qui est la mission Saint-Denis, qui est arrivée par Kunming, amenée par les Américains, d'ailleurs, les Américains qui ont freiné. Hein. Les Américains ne voulaient pas que cette mission gaulliste arrive à Hanoï. Donc les Américains ont refusé de prêter un avion, ont fait des pires difficultés. Finalement, cette mission Saint-Denis, elle est à Hanoï, mais elle est en résidence surveillée. Elle n'a aucun pouvoir politique. Elle ne peut qu'assister. À ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous verrez dans le livre que j'ai écrit des documents extrêmement rares, des documents du Viet Minh qui ont été affichés sur les murs de Hanoï et qui sont enlevés la nuit clandestinement par ces Français de la mission Saint-Denis qui viennent décoller ces affiches pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, ces affiches, je les tiens d'un ancien de la mission Saint-Denis. Hein. Donc, qui la nuit me disait, on sortait, ils étaient en résidence surveillée dans la résidence qui est en face de l'hôtel Métropole, et ils venaient la nuit essayer de décoller les affiches pour comprendre, parce qu'ils ne comprennent rien. Parce que ça va nous amener à la deuxième partie du sujet, qui est extrêmement importante, c'est quelle perception on a en France ou dans le monde de ce qui se passe au Vietnam. On ne comprend rien. Ho Chi Minh, il ne faut pas oublier que tous les Français qui connaissaient bien les mouvements politiques, les Français de la Sûreté, les Français de l'amiral de Kouh, ils sont en prison. Ou ils sont enfermés chez eux. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Les Français de France, ils ne connaissent rien à ce qui se passe au Vietnam. Donc, cette mission Saint-Denis, elle découvre Ho Chi Minh, elle découvre Pham Van Dong, elle découvre Giap, elle ne sait pas qui c'est. On ne sait rien, on ne comprend rien. Et donc, Ho Chi Minh, qui devient de fait le premier président de la République démocratique du Vietnam, le 2 septembre, se détermine clairement, et la mission Saint-Denis est obligée de valider cette présidence. Mais, là, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'extrêmement important, c'est que les Chinois arrivent. Les Chinois nationalistes, maintenant que les Japonais sont partis, les Chinois nationalistes descendent. 3 divisions, dirigées par des seigneurs de la guerre. Vous savez ce qu'on appelle seigneurs de la guerre, ce sont des généraux chinois qui sont des pirates en réalité, hein, qui ont des armées personnelles. Et les armées chinoises s'abattent sur le nord du Vietnam comme des sauterelles, en pillant tout. Elles volent tout. Et tout d'un coup, Ho Chi Minh réalise que son indépendance, elle est extrêmement fragile. À quoi ça sert d'avoir un gouvernement indépendant si on est occupé par les Chinois et si par ailleurs le Vietnam est coupé en deux, qu'au nord c'est les Chinois, au sud les Anglais, avec en plus les Français qui sont quand même en train de revenir. Parce que De Gaulle a fini par trouver des bateaux, les Anglais l'ont aidé. Et il y a un corps expéditionnaire, dirigé par le général Leclerc, qui est en train d'arriver à Saïgon.
Donc on a une situation à nouveau au Vietnam extraordinairement compliquée. On a un gouvernement indépendant au nord, avec énormément de Chinois qui commencent à arriver. Au sud, une situation incertaine parce que les liaisons sont rompues. Il ne faut pas oublier que le train ne marche plus, les bateaux ne marchent plus, les routes sont abîmées. Hein. Et au sud, à Saïgon, les troupes anglaises qui ont débarqué, un mouvement Viet Minh qui a très peu de liaisons avec le Nord. Hein. À l'époque, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de communication. Les instructions mettent parfois des jours, des semaines, des mois à arriver. Donc on a un mouvement insurrectionnel Viet Minh à Saïgon qui ne reçoit pas d'instructions du Nord. On a également les troupes françaises du général de Gaulle qui arrivent. Et qui, en septembre 1945, les premières troupes françaises reviennent à Saïgon. Avec un gouverneur, qui est à nouveau un amiral, s'appelle Thierry d'Argentlieu. Et qui, lui, n'a qu'une seule instruction du général de Gaulle, l'Indochine. On discutera plus tard que l'Indochine redevienne. Quelle est l'obsession du général de Gaulle ? Il a réussi à protéger la France des États-Unis. Vous savez que les Américains prévoyaient de faire un gouvernement d'occupation en France en 1944. Ils jugeaient les Français incapables de se gouverner eux-mêmes. Ils trouvaient que tout ce qui s'était passé entre De Gaulle et Pétain, c'était extrêmement compliqué. Donc les Américains avaient prévu un gouvernement américain d'occupation en France, que De Gaulle a réussi à stopper. Donc l'obsession du général de Gaulle, c'est refaire la grandeur de la France. Le général de Gaulle veut que la France retrouve la grandeur qu'elle avait avant 1940. Donc De Gaulle, il ne se pose même pas la question de l'indépendance ou pas du Vietnam. Le Vietnam, ça n'existe pas pour lui. Le Vietnam, c'est l'Indochine. L'Indochine doit revenir à la France comme elle était avant 1940. C'est ça le discours de De Gaulle. De Gaulle, ce n'est pas un colonial. De Gaulle, il n'a jamais mis les pieds aux colonies, sauf une partie de sa carrière au Levant. De Gaulle veut que la France retrouve son statut de grande puissance et retrouve toutes ses colonies. C'est ça. Ça, c'est l'objectif de De Gaulle. Et c'est la mission qu'il confie à l'amiral d'Argentlieu. Et il va faire une chose qui est difficile, c'est qu'il va nommer à la fois l'amiral d'Argentlieu, qui est un résistant, haut commissaire, enfin gouverneur et haut commissaire, et puis comme chef des troupes, il va nommer le deuxième grand personnage de la France résistante, c'est le général Leclerc. Et Leclerc et d'Argentlieu qui ont les mêmes grades, mais sont subordonnés l'un à l'autre. Leclerc est le subordonné d'Argentlieu. Et ça va créer très vite un problème. Et d'Argentlieu, donc, quand il arrive à l'automne 1945 à Saïgon, pour lui, l'indépendance du Vietnam, tout ça, ça compte pas. C'est on remet la France dans toute sa grandeur et on discutera après. Ces petits partis, là, on verra après, éventuellement. Donc il y a une incompréhension totale. Incompréhension qui est aggravée par le fait qu'à la fin de l'année 1945, De Gaulle quitte le gouvernement. C'est-à-dire qu'il a nommé deux chefs, d'Argentlieu et Leclerc, qui sont ses hommes. Hein. De Gaulle s'en va. Il quitte le gouvernement. Donc ces deux chefs se retrouvent, commence une valse des gouvernements.